La coordination entre les acteurs pour assurer une rénovation efficace de sa copropriété. Donc place aux conférenciers. On peut les applaudir d'ailleurs pour les mettre en mouvement. Et je vous laisse faire un tour de table de présentation. Bravo à vous. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à cette conférence, donc la dernière pour clore ce cycle. La coordination entre acteurs pour assurer une rénovation efficace de sa copropriété. Alors cette conférence va faire suite elle est la continuation logique de celle d'hier, qui était sur l'élaboration du projet de rénovation. Aujourd'hui, donc, on va surtout aborder comment se coordonnent et comment communiquent les différents acteurs qui participent à une rénovation énergétique. Donc, vous savez, chaque projet a plusieurs acteurs. Il y a tout un microcosme de personnages. D'ailleurs, les copropriétaires, à la fin d'un projet, ont bien intégré qui est qui, puisque notamment lors d'un projet, par exemple, de rénovation énergétique, c'est des process qui durent facilement 2 ans, 3 ans, voire 4. Et donc ce soir, on va parler de cette coordination qui, avant tout, est un exercice de communication. La communication déjà de la part de la copropriété dans sa façon d'exprimer ses besoins, donc, ce dont a besoin l'immeuble, ou en tout cas ce que vous attendez d'une rénovation. La communication de la part du maître d'œuvre sur ce qui se passe, qu'est-ce qui est possible, quelles sont les propositions. Donc, il faut communiquer aussi de maître d'œuvre vers la copropriété. Après, quand on rentre dans des dispositifs d'aide publique comme tel MaPrimeRénov', il y a tout de nouveaux acteurs qui surgissent et qui participent aussi à fluidifier les process, comme par exemple les assistances à maîtrise d'ouvrage de MaPrimeRénov', qui sont des dispositifs sur lesquels on reviendra de suite. Et puis aussi, il y a l'entreprise qui est un acteur fondamental dans ce microcosme, que sont les travaux. Donc, on essaiera d'aborder tous ces points. Donc un petit sommaire. Donc, qu'est-ce qu'une rénovation performante? Déjà, pour poser un peu de quoi on parle. Là, ce sera plutôt une rénovation dite énergétique, donc pas forcément la peinture de la cage d'escalier. Pour vous faire bien comprendre le temps long, ça c'est quelque chose que j'ai présenté hier aussi de façon un peu rapide. Le temps long que constitue un chantier, un projet, sans toutefois vous essayer de vous décourager. J'ai une frise chronologique avec les différents actes qui ponctuent de A à Z de la réflexion à la livraison d'un chantier. Je parle donc après, introduira donc on échangera sur les acteurs de cette rénovation. Quel est le rôle du conseil syndical? Comment se coordonnent les intervenants? Donc la base, le fond de cette conférence. Et là-dessus, on abordera quelles sont les bonnes pratiques et je donnerai la parole aussi donc à nos intervenants pour qu'ils partagent avec vous chaque des retours d'expérience ou des vécus qu'ils ont ressentis lors de leur pratique professionnelle. On terminera par une séance de questions-réponses. Donc, j'espère qu'on réussira à avoir 15 à 20 minutes à se dégager pour pouvoir échanger avec vous. Alors, déjà, donc je commence par la rénovation performante. Qu'est-ce que c'est? Alors, oui, vous pouvez imaginer avec votre bon sens que c'est c'est d'améliorer les performances et la qualité de façon pérenne de votre immeuble. L'article 17 de la loi Climat et Résilience, qui est venu vraiment révolutionner le monde de la copro, donc qui est sorti donc qui est daté du 22 août 81, est venu apporter une définition très bureaucratique où là on se base on considère qu'une rénovation est performante quand on atteint un certain niveau de performance dans l'échelle, vous savez, du DPE, donc le diagnostic de performance énergétique.
Vous savez, c'est ce diagnostic qui classe les performances de votre bien. Alors, vous connaissez le DPE individuel que vous êtes obligé lorsque vous voulez vendre ou acheter, vendre ou mettre en location, mais il existe aussi le DPE collectif. Et donc, le DPE collectif, pour faire un grand raccourci, c'est une sorte de moyenne des appartements, des locaux privatifs. Donc, il y a un certain nombre d'appartements un échantillon d'appartements qui sont visités et testés et classés, et les parties communes, ce qui nous donne une sorte de moyenne qui ne correspond pas forcément avec les notes qu'ont les appartements, ce qui est d'ailleurs logique. Donc, le classement, si les travaux vous permettent d'atteindre la classe A ou B, ce qui est assez ambitieux, et qu'en même temps, on étudie les 6 postes suivants, l'isolation des murs, les planchers bas, c'est-à-dire le plancher bas, donc je pense que c'est le plancher entre le rez-de-chaussée et les sous-sols, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, quand c'est le cas, ainsi que les interfaces associées. Donc, ces 6 postes-là, s'ils sont traités lors d'une campagne de travaux et que ça permet d'atteindre la classe A ou B, ce qui est très rare quand même, mais pas impossible, on considère que votre bâtiment a fait l'objet d'une rénovation performante. Toutefois, comme la plupart dans la réalité, les bâtiments ont des caractéristiques physiques ou des styles architecturaux ou patrimoniaux ou d'autres types de dérogations, on ne peut pas isoler autant qu'on voudrait. Il y a d'autres catégories qui permettent d'atteindre d'être considérées rénovation performante, comme par exemple, vous partez de très bas, par exemple de la classe F ou G, et que vous arrivez à la classe C, on parvient, donc vous avez des empêchements, des dérogations et des impossibilités techniques, et vous parvenez quand même à sauter de 2 cases, de 2 lettres, donc, et que vous traitez les 6 postes aussi indiqués. Donc voilà, donc la définition tout en sécheresse de la loi. Et il est aussi indiqué que pour que la rénovation soit performante et considérée globale, il faut que ce soit fait dans une copropriété dans un délai de 2 ans, dans 24 mois. Voilà, donc ça, c'est la définition d'une rénovation performante et globale. Là, je ne vais pas trop m'attarder parce que j'ai peur de vous assommer, mais c'est quand même pour que vous ayez une idée du parcours d'une copro entre le moment où on fait le point sur la copro en interne, hein, le conseil syndical, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et le rendu de la livraison de travaux. Dans une optique optimiste, on se retrouve à aller d'AG en AG, c'est le temps long de la copro, hein, et finalement, on en arrive à 4, hein, en étant optimiste. Alors, je sais que Éric Vernat a des pistes pour contracter ce temps long. On en rediscutera tout à l'heure, mais on commence par se poser des questions, constituer une commission de travaux, réfléchir qu'est-ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, on a ces obligations de faire un plan pluriannuel de travaux. Souvent, c'est sous forme de DTG, mais ce n'est pas obligatoirement cette forme-là. Donc, on vote le devis pour faire ce DTG ou enfin ce diagnostic qui mène au plan pluriannuel de travaux. Donc, premier AG. On a ce PPT où on dit où il y a des scénarios qui se sont proposés. Donc, il faut faire ça pour arriver à tel gain énergétique. Bingo, on arrive relativement facilement à être sous le coup de ma prime rénov'. Donc, atteindre au minimum 35% de gain énergétique, ce qui est énorme. Donc, on se met en recherche d'une équipe de maîtrise d'œuvre. Et là, on trouve donc un architecte et une équipe. Et deuxième AG pour adopter la mission de l'architecte, de choisir et voter sa mission. À partir de cette deuxième AG, l'architecte, il a les mains libres pour faire son projet. Bon, espérons donc qu'il a encore une fois communiqué et il a reçu votre communication sur les souhaits.
Donc vous, vos souhaits, les besoins techniques exprimés dans le PPT, par exemple, et puis lui, son diagnostic, parce qu'il a son mot à dire, c'est lui qui va vraiment mettre la main à la pâte, et il va faire sa phase d'étude conception. À la fin de la phase d'étude conception, tout ça en communication, idéalement avec la copropriété via le conseil syndical, il va vous proposer, on va faire un appel d'offres et on arrive à l'AG suivante où on vote les missions, enfin les marchés des entreprises. Ce qui n'apparaît pas clairement, mais il y est, mais c'est pas très clair. Il y a, au moment où on vote les entreprises, on vote aussi les subventions. Et là, ça veut dire qu'il y a déjà, intervient déjà l'aspect recherche de subventions, échange avec France Rénov ou Coach CoPro si on est à Paris, etc. Une fois que vous avez voté les travaux donc vote des travaux, c'est une AG aussi. Donc c'est la troisième AG. Donc, en gros, c'est la troisième année. Si ensuite commencent les travaux, donc ça dépend quelle est la longueur des travaux, ça peut durer 1 an, 2 ans, et on arrive à une AG où on vote où on fait la réception des travaux. Ça, c'est une 4e AG. Donc vous voyez, c'est pour voir que ça prend beaucoup de temps, il ne faut pas se décourager, il faut être motivé. Les gains sont indéniables à la fin. Les coûts aussi sont conséquents. Il y a des dispositifs techniques, financiers, publics qui existent, heureusement, pour l'instant. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont maintenus. Et il faut vraiment il faut vraiment que la coordination soit fluide et que la communication se passe de mode optimal pour justement ne pas perdre et décaler et faire des AGE, enfin des AG exceptionnels et autres, extraordinaires, pardon, et autres pour ne pas, enfin, louper des cases et prolonger le temps, quoi, et avoir un temps de projet encore plus long. Voilà. Alors, on rentre dans le vif du sujet de la conférence de ce soir, les acteurs, donc la coordination des acteurs. Identifions les acteurs, donc le microcosme d'un projet en copropriété. Alors d'abord, on a la copropriété. Donc la copropriété, c'est l'ensemble des copropriétaires d'un immeuble. Et la copropriété, dans notre cas de figure, est le maître d'ouvrage. Alors petit aparté, hein, le maître d'ouvrage, c'est celui qui commande et qui paye les travaux. Le maître d'œuvre, bon, c'est M. Éric Vernat, dans certains cas. C'est l'architecte et aussi dans l'équipe de maîtrise d'ouvrage, vous retrouverez des ingénieurs, des contrôleurs techniques, toutes sortes de personnages qui font partie du projet. Le conseil syndical, mais j'y reviendrai, le conseil syndical représente la copropriété, le syndic est le mandataire de la copropriété. Donc le syndic, il signe, il fait un certain nombre d'actes administratifs et il est très important, mais le conseil syndical je vais dire un mot un peu choquant, doit le cornaquer, donc doit le contrôler. Vous avez donc le maître d'œuvre, donc la maîtrise d'œuvre dont j'ai parlé, architecte et bureau d'études. Le diagnostic, alors c'est pas une personne, hein, mais c'est un acteur quand même, les diagnostics antérieurs et ce fameux plan pluriannuel de travaux avec le DPE, parce que ça donne des pistes qui sont importantes aussi pour la copropriété, pour qu'elle puisse exprimer ses besoins et piloter la stratégie de gestion de ce que veut la copro en termes de travaux. Les entreprises, donc Monsieur Balèche pour la société SPB. D'ailleurs, je crois qu'on ne s'est pas présenté. Bon, je finis ma slide, je présente, je fais un tour de table, c'est quand même, je m'excuse, je suis confus. Puis l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est un acteur obligatoire aujourd'hui pour suivre les travaux de rénovation énergétique qui sont éligibles à ma prime rénov'. Vous avez aussi les acteurs institutionnels comme France Rénov', qui sont donc donc c'est un service public qui vous accompagne dans les travaux et qui font la passation, enfin
qui ont plusieurs missions, dont celle d'information et aussi de relais pour les demandes de subventions. À Paris, c'est Coach CoPro, qui est une émanation de l'Agence parisienne du climat. Et puis finalement, vous avez les services d'urbanisme, dont notamment les architectes de bâtiments de France, qui contrôlent un peu, qui ont un pouvoir de censure parfois, et dont il faut essayer de positiver l'intervention. Alors, je reviens donc sur le tour de table raté. Donc, je me présente, Stanko Trifinovic, le responsable technique de la coopérative de l'Arc, Arc Service. Accessoirement, je suis architecte des PLG, mais depuis 3 ans, je n'exerce plus. Je me consacre complètement à l'Arc. Ensuite, à ma droite, Bonjour à tous, Eric Balèche de la société Spébis. Spébis, c'est une entreprise du bâtiment qui s'est spécialisée dans la rénovation énergétique. Bonjour, Fatima Zora Mekrebi. Pour la société Énergie Pulse, nous, on est assistant à maîtrise d'ouvrage. Bonjour, Eric Vernat, donc de la société Vernat Architecte. Donc, on est une société d'architecture avec une prédominance sur la copropriété de tous âges. de toute taille aussi. De toute taille aussi. Oui, important. Alors, alors, quel est le rôle du conseil syndical? Alors, j'aurais pu inviter un adhérent pour un retour d'expérience, mais en 1 heure et quart, c'est un peu compliqué. Donc, pour faire une synthèse, le conseil syndical a vraiment une place centrale. Il représente les copropriétaires. Donc, si dans une copro de 80 lots, on ne peut pas avoir les 80 personnes à toutes les réunions. Et puis, il faut quand même avoir un conseil syndical motivé et intéressé et qui a le temps et la disponibilité pour s'engager dans les questions. Il assiste le syndic et contrôle sa gestion. Donc, ce n'est pas quelqu'un de l'ARC qui vous dira le contraire. Il donne son avis. Alors ça aussi, à l'ARC, on est très fort pour vous encourager à faire donc la politique en interne entre vous, copropriétaires, pour pousser dans un sens ou dans un autre. Et puis aussi, ça sert de croix de transmission entre copropriétaires et le syndic. Sa constitution est obligatoire. Donc ça, c'est tous les immeubles doivent avoir un conseil syndical, même ceux qui sont en gestion syndic bénévole et qui ont quatre lots. Voilà. Un petit schéma sur les rôles. Alors, ça part dans tous les sens, hein. Ça part dans tous les sens. Fatima Zora m'a dit qu'il manquait une petite flèche entre le syndic et les AMO. Donc, on a les communications. Donc, on a la copropriété qui est en rapport. Donc, comment on se coordonne, avec qui communique. La copropriété communique évidemment avec le conseil syndical, éventuellement lors des AG avec le maître d'œuvre et avec le syndic, bien évidemment. Le conseil syndical, lui, il est un peu le garant de la mémoire aussi de l'immeuble et des diagnostics existants, plus ou moins récents, de l'existence de plans, de l'historique. Et il est évidemment en contact avec le syndic et avec le maître d'œuvre et très nécessairement avec l'AMO, MaPrimeRénov'. Donc, les gens qui s'occupent de gérer, on verra un peu le rôle tout de suite après, l'aspect financier et l'éligibilité à MaPrimeRénov' de la copro. Vous avez le maître d'œuvre qui, lui, a vraiment une position centrale. Donc, vous avez la plupart des flèches vont vers lui. Et dans le maître d'œuvre, vous avez les architectes et le bureau d'études ou les bureaux d'études. Le syndic, qui, lui, fait un suivi administratif, hein. Ce n'est pas lui qui décide quels sont les travaux, mais tout passe par lui parce c'est pour des questions de responsabilité et autres, c'est lui qui peut signer pour la copro. Donc, il sert de relais, il fait les paiements, il est présent à la réception, il s'occupe des assurances. Et oui, il peut éventuellement aussi servir de médiateur dans certains cas. Les bureaux d'études
qui travaillent de pair donc avec l'architecte. Pour moi, ils font partie de la bulle maîtrise d'œuvre, mais certains bureaux d'études ont des missions plutôt lointaines. L'AMO MaPrimeRénov, qui se coordonne avec les bureaux d'études et surtout la maîtrise d'œuvre, et le conseil syndical, et aussi avec le syndic, c'est la flèche qui manque, et qui fait courroie avec les pouvoirs publics, avec Coach CoPro. Moi, quand j'avais regardé ça tout à l'heure, moi, je trouve que le syndic devrait être remonté à un peu plus haut, peut-être même au même niveau que le conseil syndical, parce que quand on présente le rôle du syndic, il est beaucoup plus que simple signataire ou administratif. simplement metteur en œuvre Oui. des décisions de l'Assemblée générale ou exécuteur des ordres de la copropriété. Il est, en fait, il fait beaucoup plus que ça parce qu'il est complètement partie prenante du projet. Et le fait de l'exclure, et parfois on voit, même pour nous professionnels, ça peut être confortable finalement lorsqu'on a un conseil syndical très motivé, très moteur, qui est très réactif. Parce qu'on échange avec lui, ça va vite, il prend des décisions, on a l'impression que le projet avance. Et puis, ça, c'était mes premières expériences de projet de rénovation énergétique. Quand on arrive à l'assemblée générale, le syndic, parfois, c'est confortable pour lui aussi, hein, parfois. Mais là, on se rend compte que le syndic avait des décisions à prendre aussi, qu'il devait s'engager aussi pour la copropriété sur la mise en œuvre d'un certain nombre de choses. Pour parler des choses qui m'intéressent, moi, en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, par exemple, sur la mise en œuvre des financements. Et que, au fait, il faut qu'il donne aussi son avis et son accord sur la gestion d'un certain nombre de choses. Donc, on ne peut pas mettre en place, par exemple, des financements si le syndic nous dit c'est trop compliqué pour moi, je ne me sens pas de le faire. Donc, il faut qu'on le sache en amont, en fait, suffisamment en amont pour justement s'adapter. S'il ne se sent pas avoir les épaules suffisamment larges pour porter ce On projet, essaie de comprendre. la situation, enfin la copropriété peut arriver dans une impasse ou les AMO ont leur part aussi. Alors, pas forcément, parce que, en fait, parfois, le tout, c'est le thème de la conférence, de communiquer, Oui, de dialoguer, de comprendre quelles sont justement les choses qui font qu'il est réticent à mettre en place certaines choses, quelles sont ses craintes. Et moi, je trouve ça plutôt rassurant quand un syndic, justement, connaît ses limites et nous dit, moi, je ne sais pas faire ça. Et donc, à ce moment-là, on en parle. Et parfois, en en parlant, en allant vers, par exemple, le comptable, en expliquant au comptable que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, qu'il suffit d'avoir un peu de méthode, ça permet de faire sauter les verrous. Donc, on ne va pas jusqu'à changer de syndic parce qu'il ne sait pas faire quelque chose. Ça ne nous est jamais arrivé. vous prenez un peu en main quand même quand Bien vous sûr, voyez et ça, ça. c'est notre rôle, effectivement, d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Je profite donc pour justement faire une transition. On va un peu expliquer un peu justement le rôle de chacun. Donc l'AMO, normalement, Alors, les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, je vais essayer de ne pas être trop technique. En fait, elles consistent finalement à aider la copropriété à remplir pleinement ses missions de maître d'ouvrage. On est assistant, on assiste la maîtrise d'ouvrage, donc la copropriété, à remplir sa mission de maître d'ouvrage. Donc, en quoi ça consiste? En fait, qu'est-ce qu'on attend d'une copropriété qui entreprend des travaux? C'est qu'elle sache dialoguer, par exemple, avec les différents professionnels, qu'elle comprenne ce qu'on lui demande comme prise de décision, comme choix à faire, qu'on l'aide à suivre le planning, à faire en sorte que le planning soit respecté par tout le monde dans l'intérêt des copropriétaires. Et de façon vraiment ultime, ce qu'on attend de la maîtrise d'ouvrage, c'est qu'elle finance les travaux, c'est qu'elle trouve l'argent pour payer les travaux, pour payer les entreprises. Et donc, tout ça, et puis aussi de ne pas laisser sur le bas de côté de la route un copropriétaire en difficulté, d'essayer quand même de le prendre par la main, de trouver des solutions, de communiquer. Et dans la communication, toutes ces flèches, elles font un peu peur, mais en réalité, elles se font dans un ordre précis, au fur et à mesure que le projet avance. Elles ne se font pas toutes en même temps, évidemment. Donc, ça dépend des besoins à un instant T sur le projet. On a besoin de plutôt se parler, nous, avec le maître d'œuvre, plutôt avec le syndic, plutôt avec le conseil syndical. Et puis, à un moment donné, il faut qu'on parle aux copropriétaires. Et donc, tout ça se fait lors d'occasions très, très précises. Et les outils de communication sont différenciés en fonction de ces événements. Moi, j'ai vu des ateliers menés par des AMO au sein des copropriétés pour
justement expliquer, dédramatiser, porter la bonne parole. Ça peut se faire en fonction des besoins, effectivement. Mmh. Ouais. Donc ça va de la communication globale, une réunion d'information comme maintenant, en assemblée générale, jusqu'à la permanence individuelle où là, on va s'occuper du cas particulier du copropriétaire. Alors, l'AMO, dans le cadre de MaPrimeRénov', est obligatoire, mais elle est subventionnée. Elle est obligatoire, elle est subventionnée, mais on a aussi une autre plus-value, au-delà du fait de vous permettre de bénéficier de MaPrimeRénov', copropriété, on a une vraie plus-value aussi au-delà de cette aide. Et cette plus-value, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, dans les financements, les subventions, c'est le verrou qui fait sauter, ou c'est l'élément qui fait sauter le verrou La en décision. assemblée générale, La mais ce décision, n'est pas ce qui fait que les travaux sont financés. bien sûr. Donc après, le tout est de travailler sur sur la trésorerie, sur les prêts, travailler sur la communication, travailler sur aussi la préparation de la copropriété d'un point de vue comptable, financier. Mais là, on assiste un peu plus parfois le syndic, où on donne en tout cas des jalons au projet. Donc on dit, voilà, pour aller, aujourd'hui on est là, l'idée c'est que dans 3 ans, on fasse les travaux et qu'est-ce qu'on doit faire, dans quel ordre prendre les choses pour arriver justement à la réalisation des travaux. Et là-dessus, on ne travaille pas tout seul. Donc on s'appuie beaucoup aussi sur, par exemple, le maître d'œuvre. Et là, ça rentre justement dans le sujet de la conférence. Les échanges avec la maîtrise d'œuvre sont très importants. Pour nous, je parle évidemment avec la copropriété, mais ça, Éric Vernin en parlera. Mais pour nous, assistants à maîtrise d'ouvrage, un projet, pour qu'il se passe bien, il faut évidemment qu'on sache parler aux copropriétaires, qu'on leur parle avec des mots qu'ils comprennent, des choses simples, parce que ce sont des projets complexes. Et si on veut emporter l'adhésion des copropriétaires, il faut qu'on soit sûr qu'ils comprennent. Tout à fait, ouais. Et par contre, alors on parle rarement aux entreprises, ou alors bien plus tard, on en reparlera. Par contre, on se parle beaucoup avec la maîtrise d'œuvre. Donc Oui, voilà, tout à fait. Et dans les deux sens. dans les deux sens. C'est un dialogue. Tout à fait. Bon, la transition est faite pour Éric Vernin. Merci Stanko. Alors, comment se passe un projet de rénovation énergétique du point de vue d'un architecte? Alors, je vais déjà me poser un préalable. n'avez Il jamais faut fait- savoir qu'un maître d'ouvrage, vous êtes maître d'ouvrage, vous possédez l'ouvrage, vous n'êtes pas sachant, c'est-à-dire que vous vous entourez de spécialistes de sachants. Hein, c'est un grand principe en France, hein, il faut le rappeler quand même. Votre rôle, il est de déterminer votre programme. Et si vous voulez prendre une bonne équipe de maîtrise d'œuvre, un bon assistant à maître d'ouvrage, il faut que vous ayez un bon programme. Et ça, c'est très important parce que lorsqu'ils vont faire leurs propositions, ils vont se tabler sur le montant des travaux et sur le programme qu'il y aura. D'où l'intérêt au stade d'un DTG de ne pas laisser de flou sur votre programme de vos travaux ou de votre scénario, mais de vous mettre bien d'accord entre vous pour avoir un programme précis. Sachant qu'une rénovation énergétique, c'est quelque chose de lourd, de long, de passionnant. C'est un projet sur lequel vous allez vous agréger, qui va vous engager pour les 5 ans à 10 ans à venir. Et il ne faut pas se louper. Hein. Là, je termine une copro où ils ont mis de côté les garages, l'étanchéité des garages. Alors, tout est magnifique, sauf les garages. Voilà. Ben, c'est dommage parce que dans 3-4 ans, ils devront les faire. Voilà. Donc, autant faire un package complet et être tranquille pendant toute la durée du prêt et ne pas y revenir. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça vous oblige aussi à faire du brainstorming entre vous, à vous dire comment notre copropriété va évoluer. Je cite un cas, les acheteurs sur Paris, les acheteurs de maintenant n'ont pas de voiture. C'est important, ça. Hein. Ils ont des vélos. Voilà. Donc, il faut réfléchir à ça. Donc, ça ne les intéresse pas un box. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir mettre leur vélo dans un local vélo. Voilà. C'est très important parce que dans les 10 ans à venir, ben, vous aurez votre local vélo. Il peut être subventionné sur Paris. Il peut être intégré aux travaux. Et un local vélo, c'est complètement marginal sur les travaux de 1 million d'euros. Un local vélo, c'est totalement marginal. On avait fait des calculs. Ça représentait 50 centimes d'euros sur 15 ans dans l'emprunt. Donc, ça, c'est très important. Chiadez votre programme, faites un programme précis qui vous met tous d'accord. Là, c'est pas simple en copropriété. Passez-y un peu plus de temps. Vous mettez d'accord sur un programme et c'est ce programme que vous allez effectivement confier aux différents intervenants, aux différents professionnels qui vont vous entourer. Voilà. Pour aller plus loin et pour rebondir sur ce qu'a dit Fatima, effectivement, on travaille de concert avec l'assistant maître d'ouvrage, puisqu'à chaque phase, on va avoir d'abord une esquisse, on va avoir un APS, on appelle ça un avant-projet sommaire.
on va en quelque sorte regarder tout ce qui se passe dans votre copo et vous faire des propositions. Et à ce stade-là, on amorce un petit peu les financements. Et plus on avance dans le projet, plus on avance dans sa précision, plus on avance dans le détail, plus effectivement les financements vont être détaillés et avancés, et plus l'assistant maître d'ouvrage va rencontrer les différents copropriétaires, étudier les cas particuliers, comme tu l'as dit, etc., jusqu'au point final, qui est finalement le vote des travaux et non pas des devis, parce que les devis, on sait combien ça coûte, mais comme on sait qu'il va falloir aller chercher des subventions, on ne va pas donner quitus aux entreprises de démarrer tout de suite. Donc, on vote le principe des travaux et chacun sait, grâce à l'assistant maître d'ouvrage, effectivement, quel va être son coût suivant les choix qu'il a retenus pour son financement. À propos de financement, le partage en fait du suivi de financier des travaux d'un lot, c'est-à-dire d'une entreprise ou de l'ensemble de l'entreprise, comment se partage cette analyse et ce suivi entre en fait, l'argent, entre l'AMO et la maîtrise d'œuvre, l'architecte? C'est-à-dire, je te suis pas complètement. Toi, tu valides les factures. Toi, tu as cerné le marché, tu as affiné le marché. Donc ça fait partie des attributions du maître d'œuvre. Et après, au long de l'exécution des travaux, à l'avancement, tu vas valider, tu vas faire un suivi. Oui, tu parles de la phase chantier. Voilà. Ah, d'accord, ok. Oui, je passe Oui, un tout peu à fait. vite, mais c'est vrai. Oui. Et parce que là aussi, il y a l'argent entre la copro et les entreprises, et puis il y a l'argent entre les pouvoirs publics ou les copropriétaires et le compte en banque de la copropriété. Et donc, qui s'occupe de quoi Alors, je vais aller très vite parce que je vais laisser la parole à Fatima. Effectivement, quand vous allez voter les travaux, après, il y a toute la recherche des financements. Et si votre syndic est sérieux, il ne peut commencer les travaux que quand tous les financements sont acquis. Voilà. Donc ça va durer un an et demi, jusqu'au moment où on a les sommes en caisse pour pouvoir dire aux entreprises, vous pouvez démarrer et payer les acomptes. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va démarrer? Elle va commander ses matériaux, etc. Il faut lui payer un acompte. Voilà. À peu près comment ça se passe. Après, pendant le chantier, c'est assez simple. Il y a des facturations tous les mois qui sont vérifiées par le maître d'œuvre parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on est conseiller financier. On est conseiller financier sur les travaux. Je vous cite un exemple. On donne un acompte, on accorde un acompte à une entreprise. Le client paye, elle fait faillite, c'est l'architecte qui est responsable. Voilà, très clairement. Nous, on est responsable sur les sommes qu'on valide. Voilà. Ensuite, tout ça est transmis au syndic, qui va effectivement transmettre ça. Alors, il y a tout un tas de procédures avec la caisse d'épargne, etc. Bon, je suis un peu perdu. Il faut me demander à Fatima de nous préciser ça. Mais c'est pas complètement évident. Et les entreprises sont pas, ni les architectes sont pas forcément d'ailleurs payés tout de suite. Alors en fait, sur le suivi, de la trésorerie, ça c'est un point, c'est finalement le point le plus important, le plus sensible. Après, le vote en assemblée générale, des travaux, on commence tout de suite justement à préparer, le financement parce que c'est un préalable justement au lancement des travaux. Préparer, les financements, c'est avoir, comme objectif, c'est ce que disait Eric, pour la copropriété, de disposer de la trésorerie nécessaire à la réalisation des travaux. Et donc là-dessus, on a évidemment les appels de fonds. Donc ça, c'est un calendrier qui est, voté en assemblée générale, c'est le syndic qui s'en occupe. Et puis après, on a toutes les demandes, de prêts qu'on va faire, conformément, donc les prêts, le montage des prêts, l'ingénierie des prêts, c'est quelque chose qui se travaille avant l'assemblée générale avec le syndic. Le conseil syndical, mais avec le syndic aussi, surtout. Et une fois qu'on a validé tout ça en assemblée générale, il faut faire. Et donc ça, on fait après l'assemblée générale, on monte les prêts avec les copropriétaires. S'il y a une avance de subvention, ça amène effectivement une petite ingénierie, un petit niveau de complexité. On ne va pas en parler en conférence. Et ce qui est important après, c'est de gérer, et ça c'est un peu plus délicat, tous les incidents, en fait. Donc tous les copropriétaires qui ne sont pas en mesure, d'honorer les appels de fonds, qui ne peuvent pas, par exemple, non plus ou qui ne veulent pas faire, appel aux prêts. Donc ça, c'est, alors soit nous, par exemple, chez nous, on a un accompagnement social, donc on a une équipe qui peut trouver aussi un autre accompagnement. Parce qu'on parle d'accompagnement au financement, mais il y a aussi on peut accompagner les copropriétaires autrement, pas seulement en trouvant les financements, mais aussi en les aidant à, trouver justement une aide
qui les aide, qui va les assister peut-être à revoir un peu leur façon de gérer les budgets, etc. Et ça, on a une équipe, on a une travailleuse sociale qui est très calée là-dessus. L'idée étant, l'obsession de tout le monde à partir de l'Assemblée générale, c'est avoir l'argent sur le compte de la copropriété pour pouvoir effectivement faire les travaux. Alors, Et on le fait avec le syndic. en tant qu'ARC, nous, la question qu'on se pose toujours naturellement, on vient vous enquiquiner, mais est-ce que les conseillers syndicaux, à un moment donné, peuvent demander où on en est Bien et sûr, donc, oui. à qui il s'adresse à toi, il s'adresse à l'architecte, qui sait qui est, ou qui sait, c'est plutôt toi qui sais à un moment donné où En en sont les réalité, il comptes. s'adresse à tout le monde. En fait, on est je ne sais pas si tu es d'accord, Eric, mais pour la copropriété, on est tous en face, même si en réalité, le maître d'œuvre fait l'interface avec les entreprises. Nous, on est plutôt côté maîtrise d'ouvrage, mais en réalité, la copropriété, le conseil syndical et le syndic peut s'adresser aussi bien à l'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'à la maîtrise d'œuvre. Après, si la question doit être reroutée après parce que c'est pas notre compétence, c'est plutôt technique, on le dit. Mais voilà, on est tous interlocuteurs de la copropriété, on est tous prestataires de la copropriété. Et du point de vue pratique, est-ce qu'il y a des points d'étape Bien avec sûr. les copropriétés où on met les comptes sur table en toute Bien sûr, transparence on fait des points, par exemple, de façon très pragmatique. Quand on fait les permanences, par exemple, donc c'est des permanences individuelles, ce sont des rendez-vous qui sont très attendus par les copropriétaires, parce que là, on va leur parler les yeux dans les yeux, on va s'intéresser à leur situation. Et quand on a fini ces permanences, on fait toujours un point, on remonte toujours un point au conseil syndical et au syndic pour leur dire, voilà, on a rencontré tant de copropriétaires. On ne donne pas de nom, sauf si on a l'accord du copropriétaire en question. Mais on va dire, par exemple, sur 50 copropriétaires rencontrés, on en a 2 qui sont en très grande difficulté. On va leur proposer un accompagnement spécifique, etc. Alors pour l'entreprise, je suppose que qu'un dispositif aussi encadré avec autant de niveaux de contrôle et donc une avance de l'argent, des financements, etc., ça doit être une garantie de fluidité, quoi. C'est-à-dire quand SPEBI facture, il n'y a pas de trop d'incertitude, hein. Tout est déjà prédéfini. Des travaux de rénovation énergétique, c'est que du bonheur. Tout est facile. Tout est facile sur le papier. Oui, en théorie, les travaux ne commencent pas tant que le financement n'est pas complètement sécurisé, enfin validé par l'AMO et validé par le syndic. Nous, on reçoit un OS, un ordre de service, pardon. On n'est pas censé contrôler ça. Je reviens sur la période. Je reviens sur 2 choses qui ont été dites. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Éric Vernat quand il dit c'est nous qui décidons, mais le schéma au départ, le scénario, c'est vous, mais pour avoir des infos, vous échangez avec l'architecte, mais vous pouvez aussi échanger avec des entreprises euh, qui se connaissent, enfin qui ont une certaine expérience, et on est là pour ça d'ailleurs, sinon on ne serait pas à l'ARC. Donc ça sert aussi, nous on a aussi des expériences heureuses et malheureuses avec certains produits, certains systèmes. Il y a énormément de nouveautés, donc vous pouvez échanger avec nous. On parle beaucoup de produits biosourcés par exemple, mais les produits biosourcés, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. C'est bien que vous en ayez, vous le sachiez, voilà. Donc c'est intéressant pour vous d'échanger avec nous. On nous donne notre avis, ce n'est que notre avis. Si on nous le demande, on le donne. Si on nous le demande pas, on le donne pas. Voilà. C'est pas, on n'est pas, voilà. Et après, concernant le temps, c'était intéressant parce que en réalité, l'AMO, l'assistance maître d'ouvrage, va mettre un temps certain pour obtenir les financements. Mais quand ça démarre, nous, on a tout est minuté. C'est-à-dire qu'on a une date de démarrage. Si on a prévu avec l'architecte que ce soit sur 24 mois, ils en ont discuté ensemble, ce sera sur 24 mois. Parce qu'il y a du préfinancement et vos aides, elles sont quand même liées à ça. Donc c'est important quand vous choisissez une entreprise. C'est bien, on a tous tendance, nous les premiers, on va en moins cher. Mais attention,
J'ai le cas d'une entreprise où on s'est fait dépasser par une entreprise exotique que je nommerai pas. Le chantier devait durer 12 mois, ils en sont à 18 mois, ils ont toujours pas terminé la façade avant. Donc je vous laisse imaginer les les frais d'installation de chantier, en plein Paris et puis, bah, les aides, il y a plus d'aides. Enfin, je sais pas comment que ça se passe dans pareil cas, c'est compliqué, hein. On peut prolonger, mais bon, au-delà de ça, C'est pas gratuit. c'est pas gratuit et puis c'est désagréable pour les copropriétaires. Une fois qu'on a commencé les travaux, on a envie que ça finisse après. Donc, nous, voilà comment on s'organise, enfin une entreprise bien organisée. Il y a un phasage, donc on en discute. L'architecte peut aussi se tromper d'1 mois, 2 mois, c'est possible. On peut ne pas être d'accord, on en discute. En tout cas, pour nous, on le dit au départ, ça va être on anticipe que ce soit, un certain temps hors intempéries et après on vous tient au courant direct. Alors il y a quelques slides, juste, je vais aller vite. Ah, ça te On les regarde, on je regardera regarde, non, mais le slide d'avant Donc- était voilà. Voilà, Donc- sur celui-là. Bon, par exemple, l'ordre des travaux, installation de chantier, évidemment, on commence par ça. Échafaudage, traitement de l'amiante et plomb s'il y en a. Menuiserie, ventilation, ensuite. L'étanchéité et toiture. Et c'est ensuite qu'intervient la partie, les parties verticales. Voilà. Nous, en clair, on est la finition dans les parties verticales. Il y a la pose de l'isolant et les différentes finitions. Donc voilà comment s'articulent des travaux de rénovation énergétique. Mais par rapport au temps. Donc, je reviens à ce que tu disais. Donc, il y a quand même donc il y a un échange entre l'architecte et l'entreprise, qui est absolument naturel et nécessaire et indispensable. On ne peut pas faire autrement. Mais il y a quand même donc un espace entre les copropriétés et l'entreprise directement. Et tu n'as pas peur que ça court-circuite un peu le maître d'œuvre, l'architecte? Alors, l'espace, c'est très important. L'espace, il peut avoir lieu avant. Généralement, il y a toujours quelqu'un du conseil syndical qui vient en réunion de chantier. Il y en a une par semaine. Mais nous, en aucun cas, on laisse enfin, un copropriétaire, ou personne du conseil syndical, même si elle est extrêmement compétente, peut venir nous donner des directives sur la façon dont on va gérer le chantier, parce que d'abord, c'est pas lui, Oui, non, mais c'est pas lui qui va assurer le chantier. reviendra ça dans le plus suivant. Je voudrais rajouter quelque chose sur ce que tu dis. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on ne maîtrise absolument plus nos plannings. Parce que les demandes de subvention, c'est 2 mois, 3 mois, 1 an et demi. On ne sait plus. On ne sait plus. Les entreprises ne savent plus. On ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. Et puis, on ne va pas embaucher une armée en attendant que ça tombe. Voilà. Donc, il faut se méfier pour prendre des entreprises qui ont pignon sur rue, qui ont de l'envergure, qui ont de la qualité de travail et qui vont savoir, même s'ils prennent des sous-traitants, parce qu'ils sont obligés d'avoir cette respiration, parce qu'on ne sait pas trop quand les choses vont se réaliser, mais des entreprises de qualité et qui ont une bonne expérience dans ce domaine-là. Voilà, il ne faut pas se planter, il ne faut pas prendre de petites entreprises qui, à un moment donné, ne pourront pas faire face. Alors, on peut passer à celle comment on se coordonne. La coordination entre intervenants, donc il y a plusieurs moments de la vie du projet et ensuite de la vie des travaux, où il y a des coordinations qui sont nécessaires, en dehors des actes de construction du projet en interne, entre architectes, bureaux d'études, etc. Donc, le conseil syndical, parce qu'on est quand même à l'arc, hein, donc c'est quand même pour nous le point principal, il doit d'abord nommer une commission de travaux. Hein. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de choral, il faut s'organiser. Et cette commission de travaux, bon, il faut profiter des disponibilités, des vécus et des expériences des uns et des autres. Si vous avez des anciens du bâtiment ou même des gens en activité, il faut essayer de les enrôler de force ou de gré dans la commission de travaux et instituer une dynamique et tenir sur la longueur. C'est pas un sprint, hein, donc il faut que les gens s'entendent, même s'ils peuvent être en désaccord sur le local à vélo ou sur le bruit que fait le fils adolescent, etc. Mais là, c'est le bien commun qui est en question. Donc on a un objectif. Cette commission de travaux,
elle doit elle doit avoir un représentant qui sera un peu la cheville, le pivot entre le communicateur entre vous, conseil syndical, et par exemple l'architecte. Il ne faut pas qu'il y ait 36 personnes qui appellent l'architecte, parfois avec la même question, une question le matin, la même question l'après-midi faite par quelqu'un d'autre. Non, il faut qu'il y ait des règles. On reviendra après avec Éric Vernat pour profiter de son expérience, pour voir comment est-ce qu'il a réussi en bonne intelligence avec les conseils syndicaux à instituer des habitudes de travail communs. C'est donc ce conseil syndical avec sa commission de travaux et avec son monsieur téléphone ou monsieur mail qui est celui qui a les boîtes et le numéro de téléphone des uns et des autres. Lors de la vie du conseil syndical, va avoir des réunions, donc déjà en interne, avec les copropriétaires. Ça peut être lors des AG, mais les AG, c'est quand même pas l'endroit pour trop discuter. On peut plutôt entériner des idées, mais c'est en dehors des AG. Les AG, sinon, elles doivent durer 6 heures à chaque fois. C'est compliqué. Donc, il faut qu'ils créent des ateliers, des animations. Parfois, dans certains cas, les AMO les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage sont mises à contribution pour porter la bonne parole, comme je disais tout à l'heure. Le conseil syndical aussi, donc avec ce fameux interlocuteur, sert de pivot avec l'architecte, donc lui fait remonter des questions, des interrogations, des ressentis, des besoins, des aspirations, et en même temps, cet interlocuteur fait redescendre l'information vers les autres. Et il s'assure aussi que l'information passe bien et que ce ne soit pas interprété par 3 personnes de 3 façons différentes. Je disais aussi que le conseil syndical assure le suivi, enfin un contrôle du suivi financier, donc il ne fait pas le suivi, mais il contrôle, donc il est au courant où on en est, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui reste à faire. Et je vais passer la parole à Éric Vernat. Il y a l'épineuse question des réunions de chantier. Donc, j'aimerais bien avoir l'avis de l'architecte ainsi que aussi l'avis de l'entreprise parce que, donc, vous savez, à l'ARC, on a des permanences tous les mardis et mercredis sur ce genre de sujet. Et une question qui me revient tous les mois, c'est quand même c'est assez fréquent, concerne est-ce que j'ai le droit de participer à la réunion de chantier? Pourquoi il m'a viré, moi et monsieur machin et madame untel et puis l'autre du 4e, donc genre 5 personnes qui venaient. Est-ce que j'ai le grand classique, est-ce que j'ai le droit d'aller sur les échafaudages? Donc voilà. Qu'est-ce qu'Éric Vernat a à dire là-dessus? Comment se passe une réunion de chantier, qui est un moment quand même important dans la vie d'un chantier, entre anarchie et des entreprises? Je vais revenir sur ce que tu as dit au début sur la commission travaux. Je crois que c'est indispensable qu'il y ait une commission de travaux, mais il faut vraiment qu'on ait, et j'insiste là-dessus, qu'un seul nom qui soit responsable de la transmission des informations. On a trop de copros, on a 2-3 noms, et quand il y a une décision, moi je me souviens sur un pylône ascenseur, il y avait 2 personnes du conseil syndical très dynamiques qui m'ont donné la couleur, elle était différente. Je fais quoi? Voilà. Et en fait, c'est le président du conseil syndical, finalement, qui est contractuellement le responsable. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir qu'une seule personne, et je dirais même, de façon plus globale, en communication, tout n'est pas bon à diffuser. Le président du conseil syndical ou le responsable de la commission de travaux va savoir ce qu'il faut diffuser. Il y a des choses internes, des choix internes qu'on n'a pas besoin de diffuser, à la limite, à toute la copro. Voilà. Parce que vous savez ce que ça devient par les mails. Voilà, ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est important de bien structurer la communication. La deuxième chose, pour les rendez-vous de chantier, le rendez-vous de chantier est de la responsabilité de l'architecte. C'est très important. Il fait ce qu'il veut. C'est peut-être d'ailleurs le seul endroit où il fait ce qu'il veut. Voilà. Il le mène comme il le souhaite. Il vient quand il veut. Il en fait 1 par mois, 2 par mois, 4 par mois. C'est son affaire. Et lui, il n'a qu'une seule objectif, c'est de terminer le chantier dans les délais, proprement, correctement. C'est tout. Voilà. Bon. C'est comme les médecins, il y en a, ils vont mettre, vous trouvez ce que vous avez, ils vont devoir mettre, je ne sais pas, 15 analyses, puis d'autres, ils vont trouver tout de suite ce que vous avez. Voilà, c'est la même chose. Ce rendez-vous de chantier, effectivement, nous, on demande qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur, qui soit le représentant du maître d'ouvrage. Et c'est tout. Alors, pourquoi? Parce que c'est essentiellement technique. C'est pas forcément intéressant pour le maître d'ouvrage.
J'ai eu un chantier où il y avait la commission travaux, ils étaient 12. Ah, j'aurais dit, c'est l'auberge espagnole. Je me suis fait avoir, nous on était 3. Eh bien, je peux vous dire que les rendez-vous de chantier ont été ratés. Parce qu'ils parlaient à tour de rôle, ils prenaient la parole, etc. Il n'y avait aucune discipline. Donc maintenant, je sais très vigilant. Premier rendez-vous de chantier, je dis une seule personne. Même pas deux, une. Voilà. Parce qu'ils vous flinguent un rendez-vous de chantier. Et le rendez-vous de chantier, c'est vraiment l'articulation du chantier avec les entreprises. C'est essentiel. Voilà. Et après, on oubliera que les rendez-vous de chantier ont été ratés parce qu'il y avait 12 personnes, mais on dira à l'architecte qu'il a mis plus de temps, que c'est mal conçu, etc. Voilà. Donc, je réponds un peu à ta question. Maintenant, s'il y a des questions par ailleurs qui sont demandées par le conseil syndical, pas de problème. Hein, comme a dit Fatima, on fait des réunions d'information, on regarde ce qui ne va pas, etc., mais sans les entreprises. Et d'ailleurs, je vais revenir à un point particulier parce que c'est une évolution de la société. Je suis obligé de dire maintenant aux conseillers syndicaux et aux responsables de ne pas m'engueuler devant les entreprises. Il n'y a rien de pire que ça. C'est vous engueuler votre avocat dans la partie adverse. Ils sont super contents en face. Voilà. Non, mais on en arrive là. Et voilà, à Paris. Voilà. Je terminerai par cette anecdote. Merci. Et les échafaudages alors? En pratique, tu les traînes. Celui que tu acceptes, il a le droit d'aller avec toi ou pas Les finalement? échafaudages. Avec un casque et tout? Les échafaudages, effectivement, même les syndics ne sont pas assurés. Foncière, ils ne sont pas du tout assurés pour aller sur l'échafaudage. Ce qui est d'ailleurs un problème sur tous les ravalements, y compris les haussmanniens. C'est-à-dire il faut faire confiance à l'architecte lorsqu'on va enlever l'échafaudage. Voilà, c'est lui qui réceptionne. Voilà, tout simplement. Voilà. Vous ne pouvez pas monter sur l'échafaudage pour réceptionner la façade parce que vous n'êtes pas assuré. Il vous arrive quoi que ce soit, l'architecte va en tôle. Alors nous à l'Arc, lors de nos permanences, le conseil que l'on donne aux adhérents, c'est de se mettre d'accord déjà, bien entendu, avec l'architecte et de lui proposer le deal suivant. Il y a un représentant, donc fameux interlocuteur unique que je disais, du conseil syndical, qui peut participer, enfin assister aux réunions de chantier, à condition qu'il n'ouvre pas sa bouche. Et ça, c'est notre conseil, hein. Donc il est là, il regarde, il satisfait sa curiosité, il peut après faire un petit compte rendu interne, voilà. Mais éventuellement, en accord toujours avec l'architecte, à la fin, il peut poser des questions pendant 5 minutes, de façon à ne pas parasiter et peut-être, et à se rassurer et à passer des messages, mais pas plus, quoi. Voilà. Et donc l'entreprise et les échafaudages, vu que Bah, c'est vos échafaudages, tout a été dit. L'échafaudage, c'est juste il y a un souci l'architecte, d'assurance. il est là une fois par semaine. Vous êtes tous les jours. Donc, Alors, quand l'architecte n'est pas là, tout qu'est-ce à qui fait. arrive? C'est pour ça que je rajoute sur la communication. En réalité, c'est notre échafaudage. Si quelqu'un tombe, et c'est notre problème d'assurance. En fait, on ne doit pas laisser quiconque aller sur l'échafaudage. Sur les campagnes d'information, effectivement, tout doit être transité par l'architecte. Je suis entièrement d'accord. C'est évident. Après, nous, on a une personne pilote qui est là tout le temps. Voilà. Autant l'architecte, vous le voyez une fois par semaine, mais il y a un responsable de chantier qui est pilote, on appelle le pilote, et c'est lui qui est votre interface, vous pouvez vous adresser à lui, et on a également une communication dans les halls, très souvent, donc ça c'est important, avis de passage, lorsque l'échafaudage va tourner, bon, eh bien, par exemple, c'est important que vous soyez informés parce que nous allons arriver sur vos balcons. Donc, les balcons, il faut aussi libérer la place. Donc, en fait, on vit ensemble pendant la durée du chantier. Donc, c'est une aventure avec un interlocuteur unique. Ça, c'est la clé. Voilà. Très bien. Si on peut reprendre bon, sinon, du point de vue de... Donc, on a fait le tour des réunions de chantier. Du point de vue de l'architecte, lorsqu'il intervient sur des travaux, il y a la visite de copropriété. Alors, on repart au début, hein, à la prise de contact avec la copro. Donc là, on fait un bond en arrière lorsque la copropriété veut engager un architecte. Donc, on vous conseille tous de les mettre en concurrence, hein, les professionnels, dont les architectes. Et c'est une profession, par essence, il faut que l'architecte prenne contact avec le bâti, avec le bâtiment. Et c'est un moment
à mon avis, qui est assez essentielle, cette première visite, ce premier contact. Et ça peut aussi vous aider déjà à vous confirmer dans le choix de cet architecte et après défendre sa candidature, enfin sa proposition de mission. Et c'est aussi un moment où bon, on est des êtres vivants, hein, on a des feelings, hein, comme on dit. Hein, donc, c'est un moment vraiment très important humainement et même stratégiquement. Comment tu vois la prise de contact avec la copro et surtout la première visite? Est-ce que tu as des stratégies? Tu essaies de draguer les copropriétaires ou de les rassurer, sachant que derrière, il y a 5 ans de travaux à marche forcée? Oui, enfin bon, on découvre les gens au fur et à mesure, malheureusement pas immédiatement. Voilà, ça serait vachement bien. Tu parles de la première visite avant l'acceptation de l'offre ou Oui, après l'acceptation de... avant. Alors, pour La tout prise de dire, contact, ouais, vraiment le alors, premier jour. c'est assez simple actuellement, puisqu'en général, on a un DTG qui nous est fourni avec un programme de travaux. Donc déjà, on peut se référer au DTG. On peut faire un Zoom avec le conseil syndical pour se connaître. Il est rare qu'on visite, en tout cas pour nous, il est rare qu'on visite la CoPro, alors tout simplement parce qu'on a beaucoup de demandes et on y passera un temps fou, quoi. Voilà. Donc malheureusement, on ne visite pas la copropriété lors de la phase d'acceptation des devis. Voilà. On est souvent appelé parce qu'on est, ouais, devis d'architecte, parce on est connu, parce que les gens vont voir notre site, hein, parce qu'on fait des conférences, par exemple, comme ici. Et puis, on peut faire un Zoom. Mais on se déplace très rarement parce que voilà, ça serait trop compliqué, trop lourd, hein, voilà. Ta réponse. Oui, alors là, c'est vraiment parce que tu es Eric Vernat, parce que pour un architecte lambda, je conseillerais vraiment à écarter ceux qui ne se déplacent pas parce qu'il y a ce côté humain. Et on voit, même si c'est une première prise de contact et qu'on vient bien habillé, très sympathique, etc. Donc ça peut être trompeur, mais c'est vraiment important parce que c'est quelqu'un qu'on va côtoyer pendant très longtemps et avec qui il faut que la communication passe et c'est pas forcément toujours évident dans un sens comme dans un autre. Il est vrai que beaucoup de demandes se font après un DTG. C'est-à-dire que les gens nous ont connus au moment du DTG et ils se disent, bon, finalement, pourquoi pas continuer avec eux. Voilà. Oui, parce que le DTG, donc c'est le diagnostic technique global qui permet d'avoir le plan pluriannuel de travaux, enfin une des façons de faire, doit avoir la participation d'un architecte. Et donc pour beaucoup d'agences, c'est une façon de prendre contact et de, entre guillemets, mettre le pied dans la copro. Et lorsqu'il s'agira de choisir un architecte, évidemment, si ça s'est bien passé, naturellement, on va se tourner vers l'architecte qui a fait le DTG. Comment se passent les allers-retours avec les bureaux d'études et notamment l'ingénierie financière? Donc, il y a un calendrier, vous avez des réunions, je parle à Eric. Alors, Il y a des choses qui doivent préoccuper la copropriété ou c'est quelque chose qui est invisible de leur côté et c'est toi qui assumes qui alors paie la face? on s'est rendu compte quand même que tout ça, c'est très long. Hein, c'est très long, donc nous, notre rôle aussi, c'est de faire en sorte que ça avance de façon mécanique. Voilà. Alors après, chaque copropriété a son caractère. Hein. Il y en a qui percutent, d'autres qui sont longues, etc. Ça se passe bien, pas bien. Donc on a un aspect assez mécanique. Donc quand on vend notre offre, notre devis, effectivement, on présente une sorte d'organigramme d'avancement, un petit peu comme tu as fait tout à l'heure, un organigramme d'avancement dans lequel il y a l'assistant financier. Voilà, c'est-à-dire que la copro sait où elle va. Elle sait qu'il va y avoir de réunions. Elle sait comment les réunions vont se passer. Donc, le principe, il est simple. À chaque phase, on présente le dossier au conseil syndical qui valide ou qui valide pas. On l'amende et après, on le présente à la copropriété. Pas en AG, mais à la copropriété, c'est-à-dire à l'ensemble des copropriétaires. Voilà. À la phase projet, c'est la même chose. Voilà. Et à chaque fois, le financier fait alors, soit il vient avec nous, soit il fait une réunion un petit peu après pour parler des financements, parce qu'à chaque fois, on précise le coût des travaux. Voilà. Voilà. Il ne faut pas qu'il dérive non plus. Il faut aussi prendre en compte, je me souviens d'une copro, ils nous ont demandé de faire c'était pas prévu au départ, ils nous ont demandé de faire la résidentialisation, donc on l'a intégré. Hein, on l'a intégré, voilà. Il y a quelquefois des copros qui ont un doute sur le changement de la chaufferie. Bon, ben, tout ça, on le voit en amont. On présente tout ça au conseil syndical et après à l'assemblée générale, pardon, aux copropriétaires qui vont se prononcer ou pas. Après, à la copropriété, au conseil syndical, de voir comment il va avoir le retour sur le projet présenté. Hein.
Alors ça, c'est pas neutre, notamment quand on relook la copropriété, hein. Ça nous arrive de relooker, c'est-à-dire de proposer des images de synthèse avec des balcons différents, avec une couleur différente. Donc là, on attend aussi de la copropriété un retour pour nous dire oui, ça nous plaît ou oui, ça nous plaît pas. Voilà. Voilà un petit peu comment ça se passe. En fait, à l'avance, on dit combien il y aura de réunions avec la copropriété. C'est-à-dire, c'est contractualisé. Ça rassure parce qu'ils se disent, on n'a pas 2 réunions, on en a plutôt en général 8, hein. Et ça lui dit, voilà, tout est prévu dans l'offre et on ira jusqu'à l'assemblée générale de vote des travaux. Et l'assistant financier, il est relié à tout ça. Très bien. Bon, on a fait un peu le tour des actes, en fait, parce que là, tu as condensé, mais c'est vrai que, notamment, je me permets juste de revenir sur la validation, en quelque sorte, du cahier des charges. Alors, ici, dans une rénovation énergétique, c'est un peu plus compliqué que ça, mais à un moment donné, l'architecte est arrivé à des conclusions, il a son projet, et c'est un moment pour la copropriété qui est très importante. Donc, cette réunion où il vous présente et il explique le projet avant de lancer le gros appel d'offres et de faire le dossier de consultation entreprise pour faire chiffrer les entreprises. À un moment donné, il y a un point de bascule où on peut encore changer le projet, parce que mais où les grandes bases sont là. Et là, le conseil syndical a toute sa place vraiment, et c'est une réunion qui est vraiment très importante. Et je vous conseille à tous de bien surveiller dans les propositions d'honoraires que vous font les agences d'architecture, que le nombre de réunions suffisantes de communication soit présentes en base, hein, en marché de base, et que ce ne soit pas des prestations en vacation, parce que ça finit par pas se faire pour des raisons d'argent. Voilà. Je vous propose alors, j'ai 2 slides que tu m'as envoyés, Eric, alors c'est une photo d'une copropriété récente. Ça permettrait peut-être d'expliquer quelles sont les bonnes pratiques. Voilà, c'est celle-ci. Alors ça c'est ce bord du canal de l'Ourcq, Oui, je tout à fait. reconnais. Alors, c'est une copropriété, oui, parisienne, typique de la difficulté des copropriétés en secteur totalement urbain, hein, puisqu'on a effectivement des mitoyens de part et d'autre. On n'a pas d'accès à la façade arrière, donc il a fallu tout passer par le toit. Et puis, on a un restaurant branché au rez-de-chaussée. Voilà. Bon, ça, j'ai voulu la montrer parce que ça n'est pas des copropriétés, les bars des années 60 au milieu de leur terrain, hein, voilà, où là, tout est simple. On n'a pas besoin d'aller demander au locataire d'à côté si on peut mettre l'échafaudage. Voilà. C'est complexe, mais on y arrive. On y arrive avec la bonne volonté de tout le monde. On arrive à aller jusqu'au bout du projet. Bon, c'est un projet en plus qui a eu un prix, qui a eu le 3e prix de la PC il n'y a pas très longtemps, parce que justement, il montrait la possibilité de rénover, et on est passé, je crois, on a fait plus de 65% hein, d'amélioration thermique. Hein, voilà. Et alors, une caractéristique, quelque chose qu'on peut dire quand même, et je reviens sur toi là, c'est les fenêtres. Hein, les fenêtres, ici, on a changé toutes les fenêtres et on a intégré des stores. Mais les fenêtres, c'est quand même la difficulté en copropriété puisque c'est privatif. Voilà. Et c'est toute la difficulté d'arriver à figer le nombre de fenêtres qu'il faut changer pour avoir la thermique correcte, mais également avoir l'accord des propriétaires correspondants, puisque l'assistant financier va l'intégrer au prêt et au financement. Tu peux peut-être dire un mot sur cet aspect C'est que c'est compliqué. Et les fenêtres, c'est un sujet, très sensible. Dès qu'on évoque le remplacement des menuiseries, en réunion avec le conseil syndical, avec le syndic qui se prend, la tête entre les mains, «Oh là là, comment on va faire?» C'est un sujet extrêmement sensible qui peut d'ailleurs faire, que la copropriété rejette complètement, le programme de travaux, le projet, dans son ensemble. Donc il faut savoir, puisqu'on parle encore une fois de communication, il faut savoir amener le projet. Pourquoi on propose le remplacement des menuiseries? Pas parce que ça nous amuse, mais parce que peut-être qu'il y a un intérêt pour peut-être les financements, peut-être parce qu'il y a un intérêt pour homogénéiser la façade de l'immeuble, le rendre un peu plus esthétique. Peut-être parce qu'il y a aussi des pathologies voilà, qu'on peut réparer en remplaçant les menuiseries. Donc il faut toujours savoir, y compris sur un sujet aussi complexe techniquement, mais aussi en termes d'acceptation du projet par les copropriétaires, et aussi pour les financements, on peut le faire passer les fenêtres, hein, puisque, hein, tu viens de montrer un projet, qui a remplacé les menuiseries.
tout dépend de la façon dont on amène le sujet aux copropriétaires. Alors, c'est des parties généralement privatives Ce sont des d'intérêt, les parties travaux. privatives, mais alors la feinte, c'est de faire passer, d'approuver le remplacement des menuiseries en assemblée générale pour qu'elles changent un petit peu de maîtrise d'ouvrage. Donc on les déplace de la maîtrise d'ouvrage personnelle du copropriétaire. Ça n'appartient plus vraiment au copropriétaire dans le cadre des travaux, mais ça passe sous la maîtrise d'ouvrage de la copropriété. Et là, ça change tout parce qu'on peut aller chercher les prêts collectifs pour financer le remplacement des fenêtres. On peut, donc ça facilite vachement les choses au niveau administratif aussi. Et puis, on peut surtout les inclure aussi dans les subventions. Il faut savoir que les menuiseries, donc les fenêtres extérieures, sont un poste vraiment important de déperdition. Et donc le traitement par double vitrage, tout simplement, est un poste vraiment de gain énergétique important. Donc souvent, c'est une des conditions, ça permet de faire la différence pour arriver, par exemple, aux 35% de gain énergétique. Alors, il y a une autre slide. Voilà, alors ça, bon, j'ai essayé d'agrandir, mais Eric, c'est pas très, très lisible. C'était une situation un suivi. Alors, n'ayez pas. On distribue pas de Doliprane, mais c'est à l'architecte de faire le boulot, donc c'est à lui de prendre le Doliprane. Alors, c'est le tableau financier mensuel de tous les règlements mensuels du projet précédent, hein. On avait un autre projet, il y avait 4 bâtiments, il y avait 4 fois ça, hein. Alors, c'est pour montrer que c'est assez complexe, hein. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on a mis toutes les dépenses collectives, toutes les dépenses privatives. On met les dépenses à 5%, les dépenses à 10%, parce qu'il y a des choses qui sont à 10%. Donc, ça fait un tableau qui fait qu'à chaque fin de mois, le syndic, le conseil syndical sait exactement où il en est des financements, des règlements. Et si éventuellement il y a des TS, des travaux complémentaires, tout est indiqué. Voilà. C'est une sorte de tableau de bord financier, et c'est vachement important les finances, hein, pour une copro, tableau de bord financier qui permet effectivement à la copro de savoir où elle va. Et c'est ce tableau qui, à la fin du chantier, nous permet de faire les décomptes définitifs. Voilà. Donc c'est quelque chose de complètement contractuel. Alors, soit le syndic, on a quelquefois des syndics qui ne suivent pas complètement les sommes, donc ça pose des soucis. Mais nous, c'est tout ce qu'on vérifie et qu'on envoie au syndic à la fin du mois. Voilà. On a travaillé ensemble. Eric, tu as pu voir que ça fonctionnait à peu près. Ouais, tout est minuté, hein, il n'y a rien à dire. Oui, il n'y a C'est pas de comme ça que ça surprise, doit c'est fonctionner. fait pour. C'est comme ça que ça C'est fonctionne. l'objectif, hein. Alors justement, puisqu'on est dans les chiffres, quelles sont les bonnes pratiques? Quels seraient les conseils en tant qu'AMO que tu aurais à adresser à un conseil syndical, à des copropriétaires en général, qui se tâtent et qui se posent des questions, qui ont mal à la tête, donc le fameux Doliprane, pour engager une rénovation énergétique, qui sont effrayés en fait, surtout après notre conférence où Oui. je les ai tous On a terrorisés. aidé personne, là, ouais. Donc en fait, ça rejoint un petit peu pour ceux qui étaient là ce matin, la conférence qui était animée par Marie Brûlant. Sur ma partie, moi, j'avais choisi de me focaliser sur qu'est-ce qui doit se passer pour que la copropriété prépare la réflexion, pas le projet, mais la réflexion, réfléchir à l'opportunité de m'engager dans un projet de rénovation globale avant même qu'ils viennent chercher les prestataires. Et cette partie-là, souvent, en fait, elle est un peu transparente pour nous parce qu'on n'est pas encore missionné, on n'est pas encore, justement, on n'accompagne pas la copropriété, donc elle est un peu toute seule. Elle essaie, alors on a des conseillers syndicaux qui essaient de faire comme ils peuvent, de se dépatouiller avec les quelques flyers qu'ils peuvent récupérer par-ci par-là. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que finalement, il faut savoir qu'il y a une méthodologie qui est aujourd'hui éprouvée, qu'on peut adapter aux copropriétés, au cas de chaque copropriété, mais on a une méthodologie, que cette méthodologie, elle est diffusée par les professionnels, mais en amont encore par les espaces conseils France Rénov', qui sont des acteurs un peu débordés en ce moment, c'est vrai, mais dans la mission, donc c'est le service public de rénovation énergétique, donc ils sont gratuits, ils sont neutres et objectifs. Il y en a partout, il y a un maillage important partout sur le territoire. Ils sont là C'était pour 400 aider. bureaux et je pense qu'au début, il y avait 400 bureaux parce que ils ont Ouais. réuni plusieurs structures préexistantes.
Mais je crois que depuis, c'est bien plus, hein. Ah oui, oui, donc et ça, c'est la première porte d'entrée, le 1er moyen d'avoir un accompagnement et des renseignements, mais de façon sérieuse sur la rénovation, énergétique. Et dans le choix alors d'une AMO, je parle de l'entreprise, qu'est-ce que, enfin, je ne parle pas de Energy Pulse, mais parmi C'est la mise en concurrence, évidemment, toujours mettre en concurrence les prestataires. C'est, de bien lire les contrats, donc ça aussi c'est important, de poser les questions aux prestataires. Est-ce que vous avez prévu ceci? Est-ce que vous avez prévu cela? Ça, c'est pas toujours facile, justement, parce que ce sont des prestations relativement récentes. Les, entreprises, elles font un petit peu chacune selon sa sensibilité. Il est très compliqué de lire les contrats, de les comparer, et parfois on a des différences de prix qui peuvent être importantes, mais parfois ça ne se justifie pas, évidemment. Donc dans ce cas-là, on évince le devis, mais parfois ça peut se justifier, et cette prestation supplémentaire, du coup, qui coûte un peu plus cher, peut être un atout pour certaines copropriétés. Donc il faut prendre le temps de bien lire les contrats, de poser les questions pour s'assurer de bien comprendre les tenants et aboutissants, parce qu'après, une fois qu'on s'est engagé contractuellement avec une entreprise, donc il vaut mieux prendre son temps en amont dans le choix. Pour clore, on va faire un petit tour avec l'entreprise, donc Éric Balèche de Spebi. Alors, on a quelques slides qui illustrent donc un peu oui, tu présentes un peu ta société, enfin, sur l'aspect coordination et échange, et puis surtout, donc, comme j'ai posé à Fatima et à Éric, les bonnes pratiques, en fait, entre la copro et l'entreprise, et l'entreprise et la copro, et donc, et aussi voir on est en mesure de demander à une entreprise, faire l'avocat du diable un peu. Ok, donc juste SPEBI, donc entreprise du bâtiment qui est spécialisée en rénovation énergétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire spécialisée en rénovation énergétique? Ça veut dire aujourd'hui disposer de services spécifiques. L'échafaudage, le désamiantage, donc ce sont des services spécifiques, des échafaudeurs, des gens qui font du bardage, des gens qui font de la métallerie, des gens qui font de la tôlerie, etc. Donc voilà, ça c'est très important, et le tout coordonné par un service méthode. Service méthode, c'est important, c'est pour la coordination. Donc, sur le slide suivant. Voilà, donc comme je vous disais, dans la coordination, il y a un ordre des travaux pour que ça aille vite, mais il y a une logique aussi, hein. L'installation, l'échafaudage, bien évidemment. Désamiantage, c'est des sujets qu'on traite en amont. Les fenêtres et la ventilation, pourquoi? Parce que en réalité, c'est après qu'on vient se fixer avec un isolant. Donc il y a un ordre des travaux, et c'est important, voilà, vous disposez de cette information-là maintenant, mais tout est planifié. Ensuite, voilà, concernant le phasage, je vous parlais tout à l'heure de phasage, donc c'est important, tout est minuté. Donc pour nous, les choses sérieuses commencent dès lors que nous avons, non pas l'OS, mais dès qu'on a le go avec le financement, tout est prêt, donc on y va. Nous, tout est minuté semaine par semaine, et dedans, nous intégrons également les autres lots. Donc, à savoir la ventilation, qui ne sont pas les nôtres, la ventilation, l'électricité, pourquoi pas, la menuiserie, l'étanchéité. Donc, on intègre dedans. Pourquoi? Parce que nous faisons l'échafaudage, donc l'installation et la désinstallation à la fin du chantier. J'aime bien cette petite image de canoë-kayak, parce qu'en fait, c'est important que les équipes puissent travailler dans une cadence qui soit la même. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller trop vite ni trop lentement. L'important, c'est de travailler dans le rythme qui a été défini au départ, mais tous ensemble. Voilà. C'est pour ça que très souvent, nous, on propose de venir avec des partenaires. Voilà, dans les lots, je pose la question à l'architecte, est-ce que ça vous intéresse qu'on vienne avec un partenaire en ventilation, en menuiserie, etc. Voilà. Ça, pareil, ça fait partie de l'organisation, le plan d'installation de chantier. Ça, on peut en discuter aussi ensemble. J'ai ensemble avec la copropriété dans les premières réunions de chantier, pourquoi pas.
Nous, on a imaginé, alors l'architecte a imaginé, ça fait l'objet de discussions, dans quel ordre on allait fonctionner. Alors on disait qu'on faisait tourner l'échafaudage, donc il y a une phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, suivant la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que si un chantier dure 2 ans, vous n'allez pas avoir, messieurs, dames, un échafaudage pendant 2 ans devant chez vous. Votre immeuble, voilà, il y a un ordre des travaux, ça c'est important. Et dans l'ordre des travaux, il y a aussi la zone de stockage. Où est-ce qu'elle sera? On va en discuter ensemble. Où est-ce que vous souhaitez que les ouvriers s'installent? Où est-ce que vous souhaitez qu'ils ne s'installent pas? Et il y a également la zone de déchets qui est doublement importante, c'est notamment s'il y a des déchets amiantes. Voilà. L'homme clé, votre interlocuteur en permanence, donc qui est Le fameux l'interlocuteur pilote. voilà, le fameux pilote qui est en charge de préciser les avis de passage que tous les copropriétaires ne vont pas aux réunions de chantier. Donc la note d'information, elle est importante. On propose également des cahiers de doléances. Pourquoi pas? Alors, c'est quoi? C'est une boîte mail? S'il y a alors, quelquefois, les copropriétaires souhaitent qu'il y ait une boîte mail qui pourrait être en interface avec nous s'il y a des problèmes particuliers que l'on ne voit pas, donc qui soient signalés, ou un cahier de doléances chez le gardien, ou voilà, un endroit qui est bien défini, ou lorsqu'il y a des réclamations en cours de chantier. N'oublions pas qu'on vit ensemble, donc c'est important. Cet échange, il est essentiel dans le cadre de la réussite d'un chantier. Voilà, donc on peut s'interroger, on se dit, mais pourquoi dans les copros, enfin, lorsqu'on a un projet, on nous demande de faire un DTG, un diagnostic amiante, un diagnostic plomb, etc. En fait, en réalité, l'architecte en a besoin parce qu'il définit son cahier des charges, mais nous, on en a besoin aussi pour définir l'environnement des travaux. L'environnement des travaux, vous voyez, par exemple, ça c'est une copropriété qu'on est en train de faire, on est en train de le terminer, mais les zones de stockage étaient limitées, on en a discuté avant, et surtout les zones de stockage amiante, on les a mis à part sous un porche, mais tout ça on en discute avant, et, et tout le mode opératoire, donc nous on a besoin d'avoir lecture de ce diagne d'amiante, de savoir où est l'amiante chez vous, voilà, pour régler cette problématique. Alors, un des autres problèmes, des problématiques qui sont réglées dans le cadre des rénovations énergétiques, c'est la réglementation incendie. Il faut savoir que dans les immeubles, à l'initial, il n'y a pas forcément cette problématique qui est prise qui est prise en compte. En revanche, nous, lorsqu'on réalise les travaux, on se doit, de vous rendre un immeuble qui répond aux normes incendie. La structure. Alors là, c'est pas une photo truquée. Ça, c'est vous qui avez réalisé ce balcon? Ouais. Moi, j'avais dit des Ouais. exemples. Alors, on avait dit de pas trop danser, pas sauter en dansant, mais bon, voilà, ils ont pas pu s'empêcher. Là, c'est des sujets structure. Évidemment, la structure. Alors, jusqu'à présent, lorsqu'il y avait des simples travaux de ravalement, on s'occupait pas de la structure. Là, n'oublions pas que quand on fait de la rénovation énergétique, en fait, c'est une construction sur la construction. Et donc, avant de fixer de la laine de roche, enfin fixer des isolants quels qu'ils soient, bien entendu, on se doit de contrôler la structure des bâtiments. Voilà. Et donc, il y a aussi. Ça, voilà, c'était la solution proposée, fournie. C'est ce qu'on appelle des consoles. Voilà, donc on fournit des consoles. Juste remets en arrière, je veux juste une petite précision quand même. On peut aller quand même, donc là c'était pas le cas, Stanco, charge admissible et réglementaire c'est 350 kg par mètre carré. Donc quand même, les normes c'est ça maintenant. Voilà, et donc c'est une mise en place d'une console en béton armé. Si vos balcons ne répondaient pas à cette norme, après les travaux, ils doivent y répondre. Alors, un des sujets clivants également pour la mise aux normes des garde-corps. Dans quel cas on change les garde-corps? Alors, très souvent, les garde-corps, on doit les déplacer puisque vous avez un isolant de 14 cm. Donc, on doit au moins les déplacer si on ne les change pas. Et pour que vous n'ayez pas à perdre de surface, on vient se fixer sur le nez de balcon
Donc juste reviens un petit peu en arrière. Voilà. Le nez de balcon et on se fixe, ce qu'on appelle, on se fixe plus à la française, on se fixe à l'anglaise. Et non, on file à l'anglaise, Stanko. Ça faisait tout à l'heure. Voilà. Donc fixation à l'anglaise. Ce que vous voyez tout à gauche, en fait, c'est les témoins. Donc on propose toujours des témoins pour récupérer cette place perdue. Or, attention, il faut que l'épaisseur de dalle fasse minimum 12 cm. Pour mettre en applique comme ça. Voilà, pour se mettre sur le nez de balcon et garder 12 cm. Mais ne perdons pas espoir, même si on n'a pas de 12 cm, c'est possible, il y a des solutions. Et on en a trouvé avec un architecte sur un chantier sur la slide suivante. Voilà. C'est-à-dire qu'on se fixe, on déporte quand même les garde-corps. Donc après rénovation énergétique, voilà, on déporte les garde-corps grâce à des sabots. Là, c'est une résidence où on ne pouvait pas se fixer sur le nez, mais on a fixé des sabots et on a pu quand même déporter les garde-corps. Alors, sujet clivant. L'année dernière, Stanco, j'avais dit, c'est dommage de ne pas changer les volets. Et puis, il y a une copropriétaire qui m'est tombée dessus. Après, elle m'a dit, mais non, mais pourquoi vous dites ça, les volets? Et c'est vrai que c'est un sujet clivant. Figurez-vous, messieurs, dames, que ce chantier, c'est après la réception, lorsque les copropriétaires n'avaient pas pensé les volets. Ils avaient refusé. Et là, on a l'impression que le chantier, en fait, que la résidence, elle n'a pas été rénovée. Quel dommage. Il y a des solutions. Donc, le sujet des volets, il doit être pensé. Et il y a aujourd'hui des fabricants qui arrivent, notamment avec des sujets comme des précades, des précades avec le volet roulant intégré. Voilà. Et isolé. Ok. Alors, quelques résidences qui ont été réalisées où on a pu tout faire. Donc, la résidence Montbrison, changement de garde-corps. Voilà, pareil, la résidence Évingray, avant, après. Alors là, il n'y avait carrément pas de ventilation. La ventilation, alors c'était des logements de fonction pour les militaires. Donc j'étais un peu, voilà. Et pour la ventilation, c'était où on ouvre les fenêtres. C'était ça la ventilation. Il n'y avait pas de ventilation du tout. Donc on a créé la ventilation. Ils ont un toit déjà, c'est pas mal. Ils ont un toit, c'est déjà pas mal. Ils ont des fenêtres également. Mais la ventilation a été créée avec une évacuation sur le pignon. D'accord. Voilà. Bon, ça, c'est dans le cas. J'ai pris cette photo. C'est un chantier qui est à Choisy-le-Roi. C'est une résidence où il y avait des briquettes de parement. Enfin, c'était en briques. Et les ABF ont dit OK pour la rénovation énergétique, mais il faut pouvoir reproduire l'effet brique. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, c'est possible avec des pochoirs, avec des plaquettes de parement. Donc, il y a des solutions. Voilà. Qu'est-ce que je raconterais sur celle-là? Domaine du Château, à Chilly-Mazarin, là pareil, tout a été fait. Ça, c'est le chantier que vous avez vu tout à l'heure où on a créé, donc on a mis le chantier aux normes incendie. Bardage. Alors ça, on nous demande qu'est-ce qu'est le bardage. Alors le bardage, j'ai mis une petite photo. En fait, le bardage, on parle de plus en plus de bardage en rénovation énergétique. Alors le bardage, contrairement à l'isolation thermique traditionnelle, en fait, on crée une ossature, vous voyez le petit schéma à gauche, et dans l'ossature, on positionne un isolant, et par-dessus, on met un parement de bardage. Voilà. Et là, après, les architectes peuvent s'amuser. Ils aiment bien s'amuser, les architectes. Et là, on appelle ça des pics de diamant. Bon, merci beaucoup. Merci. On va passer maintenant à une rapide séance de questions-réponses. Voilà, il reste 5 minutes. Donc, et puis après, on aura la présidente voilà. qui nous fera l'honneur de clore les 2 journées de l'Arc par quelques mots. Voilà, je pense qu'on a le temps de prendre 2-3 questions. Madame. Oui, bonjour, je voudrais savoir, on a pris une AMO gratuite par Solia. Il s'avère qu'on va probablement avoir besoin d'une AMO complémentaire. Est-ce qu'on peut bénéficier d'une aide?
On peut en parler après parce que vous avez donné des noms et on en parle après. Vous venez me C'est gênant. Ça sera une question. Qui veut poser une question? Voilà, madame. Attendez. Moi, j'en ai 3 petites. On a choisi le DTG parce qu'il y avait le DPE dedans. Paraît-il que le DPE va être simplifié. Est-ce que le DTG aura son... Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Et est-ce que le DTG sera moins cher? On a pris le DTG parce que c'était nécessaire pour vendre son appartement. Alors, si je peux me permettre, il y a un peu une confusion ici. Pour vendre ou louer, mettre en location un appartement, c'est pas le DTG qui est obligatoire, c'est d'avoir un DPE individuel, diagnostic de performance énergétique. Donc, c'est un diagnostiqueur que vous engagez qui va visiter que votre logement. Et ça, donc, ce papier-là, donc, il fait une analyse thermique de fonctionnement des appareils, etc. Et aussi de la peau de l'immeuble, hein, au niveau de votre appartement, ce qu'il y a au-dessus, en dessous, etc. Et après cette analyse, ça va vous donner une note pour une classe énergétique. Et comme on sait que les FG vont bientôt progressivement être interdites à la location, bah, c'est assez important d'avoir cette information. Donc, c'est pas le DTG. Donc, vous avez certainement dû faire un DPE individuel. Ah, vous n'avez pas encore fait. Donc, si c'est pour permettre des ventes, c'est un DPE individuel. Par ailleurs, il y a l'obligation, depuis la loi Climat et Résilience, de faire un plan pluriannuel de travaux qui, lui, se fait soit par une analyse architecturale et technique du bâti, soit par un DTG. La première, elle est pour faire très court c'est plus pour les bâtiments très anciens ou plutôt récents, c'est-à-dire déjà isolés ou pas du tout isolés avec des matériaux anciens. Et le DTG, c'est plutôt pour des copros avec des bâtiments, enfin avec des constructions industrielles, genre années 50, 60, 70, avec par exemple des équipements type chauffage collectif. Ça, c'est pour faire un raccourci parce que ça, il y a des cas particuliers, hein. Et le DTG est plus cher parce qu'il y a plus de compétences qui sont mobilisées pour le faire. Mais les deux, à la fin, vous avez ce fameux PPT qui est obligatoire. Voilà. Voilà, une autre question, monsieur? Oui, l'évolution climatique nous entraîne pas seulement vers des économies d'énergie, mais se protéger du soleil. Oui, le confort d'été. Et donc, on voulait savoir si vous avez des solutions pour des stores et si c'est pris en charge éventuellement par des aides publiques. Alors, l'architecte de l'entreprise. Excuse-moi. Non, je vous ai montré un exemple où on a effectivement, je ne sais pas, oui, monsieur qui a parlé, voilà, où on a effectivement, dans l'isolant, intégré des volets roulants. Voilà, enfin les stores, très exactement, ce qui n'est pas du tout la même chose, parce qu'ils étaient orientés est-ouest et ils recevaient le soleil de face, voilà, le soir. Donc on a des stores, effectivement, qui peuvent varier, on peut toujours regarder vers le nord, tout en étant protégé. Vous avez raison qu'il va faire de moins en moins froid et de plus en plus chaud, hein, effectivement, c'est une constante, et on fait des rénovations pour les 20 ou 30 ans à venir, et effectivement, il faut regarder ça. C'est vraiment pas simple, ça dépend de chaque bâtiment. Je vous renvoie à un article du Monde assez récent à ce sujet-là dans Paris, sur chaque avis d'ABF dans chaque arrondissement, chaque avis différent sur les stores, les volets, tout ça, qui se termine que les gens y mettent un parapluie ou eux-mêmes un store en dégradant la façade. Voilà. Actuellement, il y a une recherche qui est faite voilà, entre les ABF, l'État, pour arriver effectivement à des solutions qui satisfassent tout le monde. Je rappelle quand même que les haussmanniens et les bâtiments donc du 18e avaient des volets roulants, des volets, des persiennes métalliques, des persiennes bois. D'ailleurs, on peut noter qu'ils les enlevaient, il y avait des modes, on les enlevait, on les rajoutait, etc. Voilà. Enfin, les vieux bâtiments quand même étaient relativement équipés de choses pour se protéger du soleil, avec une ventilation qui pouvait se faire de la rue vers les petites courettes qui restaient toujours fraîches. Et leur mode de bâti aussi a une inertie naturellement, que n'ont pas les constructions avec des matériaux industriels. Il y a aussi les propositions de balcons dans les bâtiments plus récents où il n'y a pas de balcon, on peut proposer des balcons qui du coup se transforment en ombrières, hein. Ça fait de l'ombre portée et qui par contre laisse passer la lumière lorsque le soleil est rasant en hiver, donc c'est pas mal quand on est orienté ouest. Et puis je ne sais pas si l'entreprise a Oui, des trucs dans son sac, dans son chapeau. oui, alors, on n'a rien inventé, mais pour faire part de notre expérience, on parle des produits biosourcés, en fait,
dans les isolants, il y a le fameux déphasage. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le déphasage. En fait, c'est la capacité d'un isolant à vous protéger du chaud. Et je pense que c'est pour ça que la mairie de Paris subventionne aussi davantage les isolants biosourcés. Mais l'isolant bois, par exemple, est un excellent, c'est le meilleur en fait, en isolant. Oui, c'est en fait le En principe. isolant pour le déphasage, c'est celui qui vous protégera le mieux du chaud. Alors, la laine de roche protège également, mais pour une durée moins importante, parce que ça va du simple au double. Oui, alors le fait de déphasage, quand le cagnard frappe sur votre façade, donc le soleil à 14 heures au mois de juillet, l'isolant prend la chaleur et la restitue pas tout de suite. Et le temps que le matériau met à restituer la chaleur, ça s'appelle le déphasage. Et les isolants dérivés du bois, donc la cellulose et notamment la laine de bois, ont un déphasage thermique important. Donc, on conseille, notamment lorsqu'on isole dans les façades. 10 heures. Voilà. Donc, ça peut être 10 heures si on fait une bonne épaisseur. C'est-à-dire qu'elle rend la chaleur la nuit quand naturellement la température s'est abaissée. Donc, la chaleur est dissipée naturellement. C'est ce qu'on appelle le déphasage thermique. Donc, il y a aussi le choix d'isolant. Une autre question. Voilà, non, ça sera le mot de la fin. Merci à vous. On peut les applaudir pour l'intervention. Merci. Ne bougez pas, cher public. Je vous invite à descendre de la scène, chers conférenciers. Alors, je tiens à vous remercier tous très sincèrement pour votre participation à notre salon, en sachant qu'il y avait votre présence dans cette salle, mais il y avait aussi en permanence de 250 à 500 personnes en visio, à distance. Donc le salon intéresse, et les sujets intéressent quand même beaucoup de monde de l'ARC, ou pas de l'ARC. Votre présence et votre engagement, c'est pour nous une aide précieuse et un réel encouragement pour tous les professionnels de l'ARC. Alors vous allez partir avec plein d'éléments pour rénover dans votre copropriété. Vous avez écouté, vous avez échangé, et tout cela sans couler. Alors je vous souhaite une bonne soirée à tous.